Ok. Donc on va faire un champ un petit peu plus ouvert en introduisant par rapport au projet OpenStack. On va évoquer les projets d'OpenInfra, Kata et OpenStack et voir comment on peut faire tourner de l'AI en faisant un focus sur VLLM. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet, sachant que ici chez OVH, ça fait déjà quelques années que vous avez mis en place des plateformes d'entraînement. VLLM est un runtime d'inférence et qui permet d'exécuter de l'AI. On va détailler le projet. Et donc voir dans un contexte Open Infra Platform comment on peut exploiter, quels sont les requirements de plateforme pour faire tourner VLLM. Donc vous utilisez tous ChatGPT, la révolution est arrivée avec OpenAI et en 2022, lors du lancement de ChatGPT, il n'y avait quasiment pas d'alternative open source. Aucun modèle n'était disponible ou des modèles qui ne pouvaient pas rivaliser. Et la communauté s'est mise en marche, notamment avec Meta qui a développé Llama. Et avec des recherches de différentes sociétés, différents labos, d'autres modèles sont arrivés, notamment en France Mistral en septembre 2023, qui a aussi des très bons résultats, une bonne performance. Et au fur et à mesure, avec la collaboration sur l'open source, les différents modèles, notamment avec les derniers modèles qui sont arrivés en début d'année avec DeepSeek, on arrive actuellement, et toute cette collaboration, à des modèles qui rivalisent avec les meilleurs modèles d'Anthropic ou de ChatGPT, OpenAI. Et donc pour les utilisateurs, on parle beaucoup d'entraînement, mais en fin de compte, l'inférence pour ces modèles est vraiment le sujet clé. Pour la plupart des utilisateurs d'AI, en fin de compte, ils vont faire de l'inférence. Pour les entreprises, même pour n'importe quel utilisateur personnel, on va pouvoir faire du fine-tuning, on va pouvoir adapter son modèle, mais l'utilisation de cœur de la majorité des utilisateurs est l'inférence. Et donc c'est pour ça que d'avoir un écosystème d'open source sur l'inférence est clé. Ça permet aux utilisateurs d'interagir avec les modèles. On peut faire tourner aussi cette inférence où on veut, donc sur son laptop, dans un cloud, dans un device edge. On le fait tourner partout. Et puis, donc on peut créer de la valeur, soit à titre personnel, pour son entreprise, avec cette inférence. Donc sur la compétition entre les modèles, donc on voit les modèles Llama, donc sur un benchmark MMLU. Donc sachant que on parle de modèle open source, mais il y a toujours un débat sur le niveau d'open source, parce que notamment les datasets ne sont pas communiqués, mais les poids sont communiqués, les méthodes de production des modèles sont communiquées. Donc, les différentes fondations open source régissent ça, mais on peut quand même parler de poids ouverts et de modèles qui sont libres d'utilisation, sachant que Llama n'était pas une licence totalement ouverte et les derniers modèles sont comme Mistral en Apache 2, donc n'ont pas de contraintes d'utilisation. Et donc c'est pour ça qu'on a des niveaux énormes, 650 millions de téléchargements des modèles Llama et les premiers modèles avec capacité de raisonnement comme DeepSeek qui donc arrivent à des performances quasiment équivalentes donc à Anthropic, à GPT-4o. Donc il y a toujours de la compétition, hein, notamment les derniers modèles OpenAI, mais on voit donc que cet écosystème d'open source s'est développé. Et pour faire tourner ces modèles open source, du coup, un projet s'est développé, donc qui est VLLM, qui est vraiment le leader le plus utilisé. Je sais pas, donc il y a d'autres projets qui ont beaucoup de likes, mais là on va atteindre 50 000 likes sur GitHub. Et la différence des autres modèles d'inférence, c'est qu'en fin de compte, à chacun de ces nouveaux modèles, il y avait une nouvelle architecture associée. Quand on parle de modèles
qui résonnent, il y a des interactions avec le modèle, donc il y a besoin d'API, il y a besoin de structures différentes. Donc le problème, c'est qu'à chaque fois, même quand Mistral est arrivé, donc c'est Mixture of Experts, il y a aussi du coup un besoin d'adaptation du moteur d'inférence. Et l'avantage d'avoir une communauté, c'est que donc les entités qui créent ces modèles vont pouvoir contribuer aussi au projet VLLM et vont pouvoir anticiper même la sortie de leur modèle. Donc l'exemple de Llama, le projet le modèle Llama4 est sorti il y a quelques mois. Llama a un peu travaillé secrètement avec la communauté, ils ont préparé les commits et le jour où le modèle a été annoncé, VLLM était compatible avec le modèle Llama. Donc là où d'autres moteurs d'inférence vont marcher avec certains modèles, c'est vraiment un moteur générique qui peut faire tourner une très grande variété de modèles, avec du coup aussi un accent très important sur la performance et l'exploitation matérielle. Pareil, si on prend des modèles, un modèle très utilisé avec les NVIDIA GPU s'appelle le TensorRT LLM, ce modèle ne fonctionne que avec des accélérateurs GPU NVIDIA, alors que VLLM est agnostique et va pouvoir tourner avec tous les accélérateurs. Sachant donc là, on parle de Generative AI, de Large Language Models, et VLLM est vraiment dédié à ça. VLLM ne peut pas faire de l'inférence sur du Predictive AI, il est vraiment dédié au LLM, au gros modèle. Donc c'est pour ça qu'il est quasiment tout le temps associé à des accélérateurs. C'est nécessaire. Et donc il y a une intégration native avec GingFace. Vous pouvez simplement mettre une référence et les credentials de GingFace pour utiliser le modèle. Et donc quand on va lancer VLLM, il va exposer une API OpenAI et donc il va servir des modèles. Et après, vous pouvez interagir avec une application ou un curl et lui poser des questions comme un prompt ChatGPT. Vous mettez dans votre curl une question et donc VLLM va vous répondre. Donc c'est le moteur d'inférence qui permet de coder n'importe quelle application. Et donc moi je travaille à Red Hat, ouais, j'ai pas dit ça. Donc on est le premier contributeur de VLLM, notamment parce qu'on a fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Neural Magic, qui est dans les premiers contributeurs de VLLM, et donc on est le premier contributeur. Et donc à Red Hat, moi je m'occupe des plateformes, je me suis beaucoup aussi occupé d'OpenStack et là actuellement je m'occupe d'un produit AI Inference Server qui utilise VLLM, mais également des plateformes avec les accélérateurs. Donc VLLM a cette force de pouvoir tourner n'importe où, donc vu que c'est un applicatif, donc c'est pour ça que là on va voir en fin de compte la corrélation entre cet applicatif d'AI et les plateformes, quels sont les requirements, mais par rapport à OpenStack, c'est un workload comme un autre, mais qui peut avoir des requirements particuliers. Et donc VLLM supporte tous ces accélérateurs, dont nativement les GPU NVIDIA, depuis quelques mois également nativement les GPU AMD. A été annoncé à Google Next il y a à peu près un mois et demi le support également des Google TPU. Donc là, ça va être uniquement dans du public cloud. On ne peut pas avoir sur ces machines des TPU Google. Ils sont exclusivement disponibles dans le public cloud. Donc vous n'en trouverez pas chez OVH, à moins que ce soit en négociation. Et également sur AWS, donc Neuron, donc c'est tout ce qui est Inferentia, Trainium, on-premise Intel Gaudi et récemment en cours de développement un accélérateur spécifique à IBM qui s'appelle Spire. Et donc voilà, tous ces modèles peuvent tourner avec une performance élevée. Il y a énormément de tools de benchmark qui permettent de comparer les moteurs d'inférence et ça fait tourner tous ces modèles. Donc maintenant, regardons un peu plus par rapport aux requirements et aux ressources matérielles, comment la plateforme va permettre de faire tourner VLLM ou d'autres modèles d'inférence. Donc j'ai pris un exemple, donc c'est des chiffres approximatifs, mais une des références dans le cloud, c'est la H100, donc c'est vraiment la carte classique. Et même une chose assez drôle, c'est que AWS a sorti la H200,
qui est 2 fois plus de GPU. Et pendant 3 ou 4 mois, elle était plus chère parce que les gens étaient habitués à travailler sur la H100 et donc ils voulaient continuer à utiliser la H100. Donc la H100 était à un prix supérieur pendant plusieurs mois avec la H200. Mais donc si on prend la référence sur la H100, donc il y a 80 gigas de mémoire. Donc on va pouvoir utiliser un modèle avec différentes tailles de modèles, avec différentes précisions. Donc là, on a 3 groupes. Donc un modèle avec 8 milliards de paramètres, 70 milliards de paramètres et 405 milliards de paramètres. Donc si vous utilisez un chat GPT, vous allez être plutôt dans cet ordre d'idées-là, même si avec les différents modèles, les mixture of experts, et puis quand on parle maintenant de raisonnement, on a beaucoup plus d'interactions, on a plein de calls en fin de compte sur un modèle, donc c'est pas forcément quelque chose qui est généralisable, mais c'est juste pour se faire une idée. Donc si on est sur un petit modèle, on va avoir l'équivalent besoin de 16 Go, donc besoin juste de 0,2 d'une carte GPU. Donc en précision FP16, si on veut une précision moindre, FP8, 0,1 et 0,1. Donc voilà, donc on voit que si on fait tourner un petit modèle, on n'a pas besoin d'un GPU entier en fin de compte. Donc la plateforme, si on veut optimiser sa plateforme, optimiser les coûts, il va falloir trouver des techniques pour couper les GPU ou allouer un GPU à plusieurs applications. Si on part sur un modèle plus gros, 70 milliards, donc là 70 milliards, quand vous utilisez ça, vous êtes à peu près sur quelque chose où vous êtes content de la qualité. Pareil, sur des modèles spécialisés, ça peut être bien en 8 milliards, mais ça ne va pas être des modèles très généralistes qui vont répondre à tout. Mais 70 milliards, là on a vraiment une qualité très bonne. Et là on voit qu'on va être plus donc, sur précision FP16, sur 2 GPU, quand on baisse la précision 1 GPU ou 0,4, et quand on est sur un gros modèle, là on a besoin de 10 GPU. Et alors le problème c'est que du coup 10 GPU ça passe pas sur un nœud, les architectures Nvidia c'est 8 GPU maximum sur les serveurs AGX, donc on va devoir faire du multi-nœud, on va avoir une contrainte de distribution. Donc c'est pour ça qu'on voit de ce diagramme, donc on a plusieurs besoins. On a d'abord le besoin de pouvoir découper ces GPU. On peut avoir le besoin après de mettre plusieurs GPU, et puis on a également le besoin potentiel d'utiliser plusieurs nœuds. Sachant que dans le contexte plusieurs nœuds, il y a des besoins d'échange entre les GPU, donc ça ouvre beaucoup de problématiques de réseau, notamment de RDMA, et dès qu'on va sur le multi-nœud, il y a beaucoup plus de complexité. Et il y a également de la complexité quand on est sur le multi-GPU, parce que certaines architectures de serveurs ont des switch GPU qui s'appellent les NVSwitch ou les XGMI switch pour AMD, NVSwitch pour Nvidia, où les GPU vont pouvoir aussi partager la mémoire rapidement entre eux. Donc quand on fait juste tourner un GPU, c'est simple. Passer à 2 GPU, il faut regarder quel type de serveur on a pris, pas prendre des disques achetés sur... Non, je rigole. Et donc, quand on est multi-GPU, là, il faut savoir ce qu'on a comme switch. Donc, ces architectures viennent du HPC, ont été étendues au training, donc c'était de l'infiniband. Et maintenant, on va plus sur des architectures RDMA over Converged Ethernet. Et donc, c'est des switches 800 gigabits actuellement. Donc, on n'a pas besoin forcément de 800 gigabits, mais en gros, ça attaque à 400 gigas et 800 gigas. Donc pour consommer la mémoire, donc pareil, ça c'est une ancienne formule que j'avais prise, mais qui permet de faire un ratio entre le nombre de paramètres, et puis en gros on dit 2 gigas, sachant que depuis, et nous aussi on a contribué beaucoup à des techniques de compression des modèles, ça s'appelle la quantisation ou sparsification. Donc ces formules-là, elles ne s'appliquent pas forcément tout le temps, mais ça permet de savoir à peu près si j'ai un modèle, je veux le faire tourner sur un GPU, quels sont les besoins. Donc si on regarde maintenant par rapport aux plateformes pour faire tourner ces modèles avec les contraintes qu'on a vues plus tôt, donc la plupart des utilisateurs font simple, ils vont chez OVH, ils prennent une virtuelle machine avec des GPU ou sur AWS, Google Cloud ou Azure, et donc font tourner ça. Donc c'est pour ça que dans du cloud, on va pouvoir trouver de l'OpenStack. GKE
chez Google utilisent aussi Kubernetes. J'ai mis Kata Container, mais je ne pense pas que ce soit utilisé. Je n'ai pas trop de connaissances d'utilisation de Kata Container en production dans des clouds. J'en ai entendu sur plus des on-premise. Donc là, vous allez pouvoir accéder automatiquement à plusieurs GPU, sachant que les contraintes que j'ai évoquées de raccordement des GPU entre eux, voilà, c'est quelque chose que vous ne vous rendez pas compte du coup quand vous avez une virtual machine avec plusieurs GPU, mais du coup il y a cette allocation en fin de compte du NVSwitch qui vous est alloué. Et ça justement, j'ai pas trop fait de slide dessus, mais c'est un des points sur lesquels on travaille actuellement avec OpenStack. Une des complexités, c'est que du coup c'est l'allocation d'une partie du NVSwitch aux virtual machines. Qui nécessitent des actions particulières, notamment parce qu'il y a un démon qui s'appelle le Fabric Manager, qui permet de gérer les connexions entre les GPU. Et ce démon, en fin de compte, on a besoin de le reprogrammer quand on démarre les VM. Donc je ne sais pas si ce sont des choses, notamment que les personnes d'OVH ici ont travaillé, donc c'est des choses que les public clouds ont dû faire de toute façon, et là vous en profitez en tant qu'utilisateur. Sur votre propre matériel, donc si on prend juste un laptop ou un gros desktop dédié, on va pouvoir mettre plusieurs GPU. On met rarement OpenStack, sauf pour faire des labs sur son ordinateur, mais on peut. Donc c'est pour ça que j'ai mis plutôt un Linux. Après, quand on va rentrer plus dans le monde de l'entreprise, et sachant que bon, j'ai des anecdotes aussi, alors pas forcément sur l'inférence, mais sur le training où des clients à nous ont fait brûler des laptops du coup parce qu'ils ont trop fait chauffer. Ils avaient donné un gros laptop avec des GPU et les gars faisaient tourner ça 24/24 et j'ai vu des photos de laptops brûlés. Pas trop sur l'inférence, je pense que l'inférence c'est plus à la demande. On peut faire du batching, mais on ne va pas être forcément sur quelque chose qui va chauffer comme un gros entraînement qui va tourner pendant 10 jours. Et il y a un problème de ventilo, on crame l'ordinateur. Donc sur les virtual machines, donc là OpenStack est utilisé énormément, donc où on va pouvoir mettre à disposition une ou plusieurs VM. Et puis sur les conteneurs, donc les conteneurs, on a nous à Red Hat beaucoup de clients qui font tourner Kubernetes sur OpenStack. Donc on appelle ça OpenShift sur OpenStack. Donc c'est vraiment un cas massif. Des références des avionneurs européens, des banques utilisent ça massivement de faire tourner Kubernetes sur OpenStack, et également donc l'arrivée de Kata Container. Donc j'ai dit que je parlais de Kata Container, on va juste faire une slide pour expliquer un peu, sachant que Kata Container, nous côté Red Hat, est plus mis dans un cas de confidential computing. Du coup on l'a mis à disposition, mais on le travaille plus sur l'exécution sécurisée, notamment pour les AI de containers. Donc, juste pour mettre, c'est le seul slide où j'ai mis quelques produits pour que vous ayez l'ordre d'idée des produits qu'on fait tourner à Red Hat. Donc, nous, on a un produit qui s'appelle Red Hat OpenStack, avec le control plane qui tourne maintenant sur Kubernetes. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Red Hat OpenStack Service on OpenShift. Et on a donc différents produits d'AI. Donc ça, moi, je m'occupe de ce produit-là et également une partie des trois autres. Donc le VLLM qui est dans AI Inference Server, RHEL AI qui permet de faire tourner de l'inférence et de faire du model alignment, OpenShift qui est un Kubernetes, et puis OpenShift AI qui est une plateforme complète MLOps. Et on fait tourner ça sur des différents accélérateurs, tout ce qui est NVIDIA, Intel, AMD. J'ai même commencé à travailler avec des Coréens. On travaille avec différents vendors un peu partout dans le monde. Et donc revenons à notre sujet pour lier donc VLLM avec ces plateformes. Du coup, on a annoncé donc il y avait le Red Hat Summit à Boston il y a 15 jours. Donc on a annoncé un nouveau projet open source. Donc c'est pas encore un produit pour la part de Red Hat, mais c'est quelque chose que vous retrouvez sur GitHub. Il y a une explosion aussi de like qui s'appelle LLMD et justement qui permet de gérer cette distribution, parce que VLLM de base on peut juste faire tourner deux containers, mettre un load balancer
ça fonctionne, mais il y a des limites de scalabilité quand on fait tourner des gros modèles. Et du coup, c'est pas très évolué par rapport aux techniques. Donc c'est pour ça que ce projet, donc là c'est vraiment quelque chose de nouveau, mais ce qui est super, c'est qu'il y a Nvidia, Google, AMD, Intel qui contribuent dès le début. Nvidia avait lancé un projet proche qui s'appelait Dynamo, et là Nvidia donne l'accès à certains composants de Dynamo, Nixel, et donc ce projet, en fin de compte, permet de router des requêtes de manière intelligente, de faire traiter à certains nœuds, certains travaux, le préfil, le traitement initial et le décode, et de partager sur l'intégralité des workers VLLM, donc le cache, sachant que VLLM a un cache qui s'appelle KV Cache, Key Value Cache, et donc ce projet LLMD permet en fin de compte de gérer la distribution du cache, de gérer les échanges avec un protocole dédié entre les workers de préfil, les workers de décode. Et donc nous, ça, on l'intègre plutôt donc sur Kubernetes. Donc là, ça va être par rapport à OpenStack. C'est un Kubernetes qui va tourner sur OpenStack. Et donc ce projet-là peut complètement tourner sur des virtual machines et va pouvoir être utilisé avec les couches basses, donc les couches basses que j'évoquais, parce que dans ce cas-là, après, j'ai discuté avec les développeurs, il y a possibilité de ne pas avoir d'interconnexion rapide, mais pour avoir une bonne performance, il faut avoir du RDMA, il faut avoir de l'interconnexion rapide. Donc pour parler de Kata Container, pour les exécutions d'inférence, donc ça c'est un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs années, qui utilise Kata Container de la fondation OpenInfra, mais également un projet qui est CNCF, qui s'appelle Confidential Containers, donc Kata Container étant la fondation de plateforme. Et donc là, c'est un projet vraiment très vaste, qui permet en fin de compte de faire tourner un pod de manière sécurisée pour faire notamment de l'inférence. Alors pourquoi on a besoin de ça? C'est si on prend un modèle de Mistral, en fin de compte, peu importe le modèle, c'est un modèle générique, il n'y a rien de confidentiel. Mais si je suis une banque, j'ai pris tous mes données de 20 ans de savoir-faire bancaire ou d'un métier particulier, j'ai produit, j'ai créé, j'ai entraîné un modèle. Ce modèle-là a une valeur énorme parce que c'est la valeur de ma société, c'est une partie de l'intelligence de ma société. Et donc par contre, si ce modèle, je le donne à quelqu'un pour le faire tourner sur soit une plateforme qui est infogérée ou le faire tourner sur un cloud, je risque de perdre ce savoir particulier. Et donc c'est pour ça que le Kata Container est utilisé. Donc Kata Container utilise KVM, donc c'est un container qui va tourner dans une enclave et qui va être sécurisé. Et le projet Confidential Containers organise autrement toute l'implémentation et le scheduling de ce container. Donc, notamment, on utilise l'encryption de la mémoire. Donc, ça va être AMD SIV, soit aussi sur Intel. Donc, la mémoire est chiffrée sur le serveur. Les échanges entre le host et le GPU aussi sont chiffrés. Donc, sachant que c'est pour ça que ça ne fonctionne qu'à partir des H100 et des derniers Blackwell B200. Et à chaque fois que je vais charger mon modèle, il y a un service d'attestation et donc tous les CLI ont été implémentés pour aussi à chaque fois, avant d'aller télécharger un modèle, on va aller interagir avec un serveur d'attestation. Donc vous pouvez aller, donc c'est sur Confidential Containers, projet CNCF. Donc là, c'est un cas d'usage qu'on évoquait tout à l'heure de Kata Container, d'OpenInfra, qui permet de faire tourner de l'inférence. Donc on a fait des démos récemment avec les produits OpenShift AI. Et donc ces nœuds tournent sur des environnements TII, donc Trusted Execution Environment, soit en cas d'usage on-premise ou en cas d'usage public cloud. En cas d'usage public cloud, Azure propose des VM, des VM qu'on peut utiliser, mais là l'implémentation qui a été faite tourne sur du on-premise.
Voilà, donc là on a vu un peu les cas de distribution, comment on fait tourner VLLM avec notamment le nouveau projet qui arrive LLMD, et puis on va finir avec comment est-ce qu'on peut, avec les différentes plateformes, donc soit OpenStack ou Kubernetes ou avec Kata, parce que Kata tourne sur Kubernetes, donc c'est un projet OpenInfra mais qui tourne au sein de Kubernetes. Comment est-ce qu'on va pouvoir plus diviser les GPU comme les premiers cas que j'ai montrés où j'ai besoin de 0,2 GPU, là on a besoin d'une partie. Donc c'est pour ça qu'il y a différentes techniques pour partager donc, les GPU NVIDIA et également à partir de juin les GPU AMD. Donc j'ai présenté ça à Boston avec AMD, on avait une session au Red Hat Summit où on a annoncé aussi le support du partitioning d'AMD et la mise à disposition en open source des drivers aussi pour faire du partitioning sur les AMD Instinct. Mais si on reste pour l'instant sur les NVIDIA GPU, donc on va pouvoir, si on est à l'échelle d'un Linux CUDA, on peut avoir plusieurs applications qui tapent un GPU, mais bon, là ça s'applique pas quand on va être dans un contexte KVM avec OpenStack ou Kubernetes. En Kubernetes, donc NVIDIA a développé notamment le NVIDIA GPU Operator, et donc là on va pouvoir utiliser le device plugin. Donc le device plugin qui permet de connecter le container au GPU, lui va pouvoir se connecter à plusieurs GPU. Donc c'est une sorte de round robin. Donc c'est pas quelque chose de génial parce que du coup, si un des services, un des démons prend tous les GPU, et qu'on met quatre containers connectés, les autres n'auront plus de mémoire vidéo. Donc c'est vraiment très limité. MPS, du coup, est quelque chose qui est disponible plus sur Linux Kubernetes. MIG, donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus utilisé partout. Donc c'est une fonctionnalité bas niveau des cartes physiques NVIDIA qu'on divise avec des commandes. Donc il y a un MIG Manager, un démon. Et c'est pour ça qu'on a intégré des choses dans Kubernetes pour automatiser ce slice. Et dans OpenStack aussi, on peut l'utiliser. Donc nous, de notre côté, on n'a pas automatisé l'intégralité. Il faut préconfigurer les nœuds. Mais en gros, on va pouvoir diviser par 7, on va détailler un petit peu plus avant la fin. Et vraiment les points clés pour OpenStack, supportés depuis plusieurs années, donc les vGPU. Deux types de vGPU, le time slice où en fin de compte, on peut voir ça à chaque microseconde, on va pouvoir allouer des ressources, ou autrement des vGPU MIG-backed, où là, du coup, on va utiliser vraiment une partie physique de la carte. Donc côté Kubernetes, NVIDIA a développé un NVIDIA GPU Operator. Donc sur les vGPU, de base, dans OpenStack, on peut faire du pass-through, c'est vraiment la chose la plus classique, si vous avez besoin du GPU complet. Depuis peu, on a travaillé, ça a pris 3 ou 4 ans, mais c'est bon, on supporte également les live migration. C'était supporté depuis longtemps dans d'autres plateformes, mais il y a eu beaucoup de temps pour que ce soit implémenté upstream avec KVM. Et donc là, si on fait du pass-through, on ne peut pas faire de live migration, alors que si on fait du virtual GPU, on peut faire du live migration. Et le virtual GPU va justement permettre de subdiviser. Donc si on a plusieurs applications, plusieurs containers d'inférence, on va pouvoir diviser. Et pas uniquement diviser en 7, on peut diviser avec différents types de profils. Donc il y a différents types de profils, il y a des virtual workstation ou des types compute server C-Series pour les AI. Et donc on va, sur les C-Series, on va dire, on ne peut pas choisir comme un CPU 0,2 de mon GPU. On va devoir choisir un profil qui est une combinatoire de mémoire vidéo et d'un certain nombre de corps, en fin de compte. Donc si je prends le profil 20C, on met ça dans nova.conf, ça va automatiquement configurer, j'aurai 20 Go de mémoire. Donc si j'ai un GPU à 80 Go, je pourrais faire 4 vGPU, donc je pourrais faire tourner 4 process VLLM au lieu d'un. 4 et les plus petits profils, donc là sur une H100, c'est des profils à 4 Go de mémoire. Donc sachant que c'est le bottleneck, c'est plus souvent la mémoire, et puis la mémoire va associer un certain nombre de compute. Là je vais pouvoir faire tourner 20 VM avec 4 Go.
Et puis donc là, un exemple, j'en ai mis 4. Donc on le voit après, côté sur le host, donc on lance, on a donc, là c'était un 2 T4, donc du coup, lorsqu'on crée sur le guest, on expose uniquement. Donc la T4 là était, la carte est à 16 Go de VRAM, et donc là j'ai créé un guest où j'ai uniquement alloué 4 Go. Donc là je peux faire 4 VM avec chacune 4. Voilà, le time slicing, bon, moins, plus applicable dans le contexte kata, mais donc ce que j'évoquais, le round robin. MIG, donc vraiment la fonctionnalité utilisée partout, sachant que c'est pas supporté sur toutes les cartes, il n'y a que donc les cartes vraiment dédiées au compute, donc H100, H200, les toutes nouvelles Grace Hopper, GH200 et B200. Et donc ça, c'est vraiment la chose qu'on peut utiliser également dans OpenStack et dans OpenShift. Côté OpenShift, on va simplement dans le GPU Operator dire la taille et ça va être automatiquement configuré. Et donc sur une H100, on peut faire différents types, soit 7 x 10, 4 x 20, 2 x 40 ou des situations de mix. Et puis sur les derniers Blackwell, on a plus de capacité encore. Pareil que les vGPU, on ne va pas pouvoir choisir ces combinaisons. Donc, on a 19 combinaisons types. Donc, on a une combinaison où on divise par 7. On a une combinaison où on a 2 grosses, mais on en perd un peu. On a des combinaisons mixtes où on va avoir un peu de tout. Du coup, pareil, donc là, au lieu de choisir un profil de vGPU, on va choisir un profil de MIG. Voilà, et puis on va finir avec AMD. Donc AMD, donc eux étaient plus sur le marché du HPC et là ils vont vraiment massivement plus dans l'entreprise, donc il y a de plus en plus de besoins. Dans le cloud, c'est disponible sur Azure. Donc plus sur des cartes PCI MI100, MI210 et là donc vraiment la grosse commercialisation. Et on retrouve maintenant ces GPU-là, notamment sur les serveurs Dell, le Dell XI, donc tous les serveurs, donc le MI300X qui est vraiment le GPU le plus disponible actuellement, où chacun des GPU a 192 Go x 8, donc ça fait par rapport à Nvidia, ils avaient un petit peu plus de capacité. Et donc là sont sortis disponibles à l'achat à partir du mois prochain les MI325X qui montent encore en capacité à 256 Go par GPU. Et donc ont été annoncés en avril les GIM drivers. Donc là vous avez le lien. Donc on va pouvoir maintenant accéder à du partitioning de ces GPU, comme je vous ai montré sur les vGPU Time Slice qui sont disponibles depuis le début des virtual graphiques, donc ça date depuis plus de 6 ou 8 ans. Ça, c'est donc disponible en open source juste depuis avril. Donc on a pas mal poussé pour que ce soit open source. Et donc ça permet d'utiliser SRIOV pour accéder au GPU et le partitioning, du coup, à partir d'août. Donc ça a été communiqué du coup là il y a 15 jours, avec une spécificité sur AMD sur le fait que au niveau hardware, ils ont déjà designé pour que ce soit découpé avec des allocations de mémoire. Donc, c'est pas divisé par 7, c'est soit divisé par 4, soit divisé par 8. Et donc, quand on est dans la situation 8, on va avoir une mémoire HBM dédiée. Donc, du coup, il y aura aussi sans doute un gain pour l'accès à la mémoire. Et en situation divisée par 4, donc on obtient, on a deux banques de mémoire HBM. Et puis donc ça c'est intégré, prévu d'être. On l'utilise déjà actuellement. On avait déjà accès à ces versions-là dans OpenStack. Donc c'est des choses que pour des clients on utilise déjà avec OpenStack. Pas le partitioning qui arrive tout juste maintenant, mais déjà le SRIOV. Donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser OpenStack, que vous ne pouviez pas utiliser en open source et qui là depuis avril maintenant est possible en open source. Et voilà, donc on a parcouru rapidement donc les besoins d'IA sur l'inférence, vu les différents besoins d'un GPU, plusieurs nœuds.
et puis vu comment est-ce que les différentes plateformes permettent soit de diviser les GPU ou de répartir ces GPU. Voilà, on pourrait... Sur le slicing, j'ai pas bien compris si il y avait la possibilité de charger plusieurs LLM au sein d'un GPU, plusieurs LLM dans une RAM. Oui, on peut après, quand on va charger un modèle, du coup, il va prendre la taille de la mémoire. Mais rien n'empêche de lancer deux applications. Si on lance, par exemple, on peut lancer deux applications, il n'y aura pas de problème. C'est qu'est-ce que va consommer mon application, en fin de compte. Donc, et qu'est-ce qui permet de faire ça? Quelle techno? Non, mais ça justement, c'est CUDA. C'est-à-dire que quand on est au sein d'un pod, on peut lancer plusieurs applications. Donc là, quand on est au sein d'un pod ou au sein d'un process Linux, si j'ai mon GPU, c'est la couche CUDA qui va permettre, en fin de compte, que plusieurs process puissent accéder le GPU. D'accord, donc ce partage de mémoire, il n'y a pas changement de contexte où ça déload et ça... Non, et c'est ça le problème, c'est que quand on est dans ce contexte-là, il n'y a pas d'isolation comme avec les vGPU. L'avantage des vGPU et de MIG, c'est que je donne 10 gigas, mon appli... Déjà, en plus, le problème de ces applis-là, c'est que quand elles démarrent, elles prennent le max pour le cache. Donc du coup, PyTorch, il se lance, il prend le max. Donc si un autre est lancé, c'est comme si on prend un laptop avec un Linux, je lance mon appli, en gros, ça va peut-être tout consommer le GPU, s'il y a un GPU AMD. Et si j'en lance un autre, ça va cracher, quoi, ça va pas marcher. Alors que si on est sur une VM, on va allouer un vGPU. Et le vGPU est designé pour caper, en fin de compte, la mémoire. Donc je lance mon process et là, je suis capé. Mais après, rien n'empêche dans cette VM d'en lancer deux. Mais là, pareil, on va se retrouver avec le problème. Alors que si on utilise deux VM, on va pouvoir utiliser soit deux clients, deux modèles, deux nœuds. On va être capé en mémoire, quoi, du coup. Ok. Si. Par rapport au vGPU, Oui. Il faut les découper en avant. Ouais, alors c'est ça. Là, actuellement, sur OpenStack, on peut définir plusieurs types, mais c'est un type par nœud. Donc, c'est pas quelque chose à la demande. Ouais, du coup. Tu peux pas utiliser deux vGPU dans la même VM? Si, alors, alors après, il y a un problème aussi on peut mettre en tout cas plusieurs pass-through. Si, on peut mettre plusieurs aussi vGPU ça, par VM. Mais nous, on avait le problème avec MIG, par contre, c'est quand on met des MIG, il bloque l'intercommunication. Donc le problème, c'est que certains process qui vont essayer d'utiliser l'intercommunication, c'est un truc qui s'appelle Nickel, NCCL, et du coup ça casse. Donc on peut en mettre plusieurs, et c'est justement, souvent on a des plateformes où il y a des data scientists qui ont accès à la plateforme et il y a des administrateurs qui configurent justement le GPU. Et le problème, c'est qu'eux ont besoin de flexibilité et du coup, ça crée des fois des problèmes. Et donc, c'est vrai que dans OpenStack, il n'y a pas trop de flexibilité. C'est pour ça que dans Kubernetes, il y a un projet qui s'appelle DRA, Dynamic Resource Allocation. Donc, je sais pas si vous connaissez dans Kubernetes, on peut faire un PV sur le stockage, on fait des demandes. Et donc là, l'orientation, ça va être maintenant, et dans OpenStack, il y a un projet Cyborg aussi qui travaille un peu là-dessus. C'est donc que du coup, c'est que avant de lancer ma VM, je fasse une demande de ressources, je fasse donc les commandes de MIG pour faire mes besoins de resourcing, et après j'alloue ça. Donc un peu faire des demandes, donc ça s'appelle DRA, et donc c'est encore en alpha. Et je crois que c'est prévu d'être en bêta après l'été. Donc, justement, pour répondre à ces problématiques-là, parce que tout ce que j'ai décrit là, si c'est statique, ça résout un peu les problèmes, mais quand on a une plateforme statique avec tout prédéfini, ça va, mais il y a des choses qui peuvent bouger, quoi. Ok. C'est bon? C'est l'heure?